Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette visioconférence sur les lois de finances 2025. Je suis Bruno Richardot, membre du bureau national de PKF Arcelon et je suis en charge aujourd'hui d'introduire cette visioconférence en l'absence de notre président Franck Gledel. Alors, juste quelques petits mots auparavant pour vous présenter PKF Arcelon, hein, qui est une, euh, une aventure assez récente puisque ce cabinet a été créé le 1er juillet 21, il n'y a pas tout à fait 4 ans encore, à l'initiative d'une poignée d'associés historiques de PwC, travaillant essentiellement en province et qui ont décidé de prendre leur destin en main et de quitter l'environnement PwC dont la stratégie s'orientait résolument vers les groupes internationaux et les sociétés cotées, sachant que nous, notre credo était plutôt d'accompagner les entrepreneurs TPE, PME, ETI sur l'ensemble de leurs problématiques. Voilà, donc on a commencé avec une vingtaine d'associés et 400 personnes environ. Vous avez sous les yeux désormais, 4 ans après, la taille de notre entité, sachant que l'on travaille essentiellement sur notre socle historique, que sont les métiers d'expertise comptable, d'audit, de réalisation de paye, mais dont la stratégie est également d'accompagner tous les entrepreneurs sur bien d'autres dimensions et de leur offrir d'autres prestations telles que, vous l'avez sous les yeux, mais la formation, l'accompagnement juridique, le fiscal, la consolidation de la stratégie, transaction, durabilité, etc., etc. Alors, on a créé ce cabinet Arcelon, on a souhaité rejoindre ensuite un réseau international tout simplement pour pouvoir permettre et offrir des solutions à nos clients qui ont des filiales à l'étranger et qui souhaitent être accompagnés à l'étranger. Donc, et on a intégré le réseau PKF international, qui est un réseau de partenaires et non pas un réseau intégré comme pouvait l'être PwC auparavant, et qui nous permet d'offrir des solutions à l'ensemble de nos clients sur pratiquement 150 pays sur la planète. Autre point important, c'est que notre société a adopté le statut de société à mission depuis le 1er juillet de l'année de 2024, qui nous permet d'être en ligne avec les engagements qu'on a pris et notre volonté d'être des acteurs sur l'ensemble de nos bureaux, des acteurs au service de l'humain et des territoires, donc avoir une proximité auprès de nos clients, mais aussi d'être acteurs de ce qui se passe autour de nos différents bureaux. Donc vous avez la raison d'être hein, sur la partie droite qui est inscrite dans nos statuts et auquel on se réfère à chaque fois que nous avons à prendre des décisions, notamment stratégiques, pour vérifier que l'orientation que nous prenons s'inscrit bien dans la raison d'être que l'on a inscrite dans nos statuts. Aujourd'hui, bien, comme je le disais, on travaille essentiellement sur nos métiers historiques, mais notre vocation est bien d'accompagner l'ensemble de nos clients sur toutes les problématiques auxquelles ils ont à faire face. Et on a créé pour ça différentes offres auxquelles on a envie de proposer à nos clients. C'est la partie de gauche avec nos expertises techniques, vous voyez, qui sont assez variées et que l'on enrichit chaque année. Et également avec quelques spécialisations sectorielles, ce qui nous permet d'apporter à nos clients, en plus de l'expertise technique, mais aussi un positionnement par rapport à leur secteur d'activité. Voilà ce que l'on peut dire pour la présentation rapide de PKF Arcelon. Maintenant, je vais laisser la parole à nos experts qui vont vous présenter ces lois de finances qui ont eu du mal à parvenir jusqu'à nous, puisque, comme vous avez pu le suivre, nous n'avions pas forcément les gouvernements en place pour pouvoir valider ces lois de finances, donc c'est chose faite. Et je vais laisser maintenant nos experts pouvoir vous présenter l'ensemble des mesures qui vont avoir une incidence sur les comptes de vos entreprises au titre de 2025. Merci à tous et je donne la parole à Jean-Laurent Brassieux.
Merci Bruno. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous et heureux de vous retrouver enfin pour cette manifestation loi de finances qui comme vous pouvez le voir à l'écran, a été quand même un process un peu inédit par rapport à ce qu'on connaît d'habitude, hein, puisque ça a commencé, le process a commencé en octobre 2024 pour finir fin février 2025. Donc il y a un process un peu inédit, hein, qui a conduit, tout le monde s'en souvient, à la censure du gouvernement en décembre, hein, début décembre, et donc avec une reprise des débats en janvier, des accords sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, un vote du Sénat le 6 et une publication euh, du projet de loi de finances le 15 février, et puis une saisine du Conseil constitutionnel concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui s'est traduit par une décision d'anticonstitutionnalité et une censure de la taxe lapin. Alors, ce qu'on appelle la taxe lapin, c'est la taxe c'était la taxe qui voulait être mise en place quand on posait un lapin à son médecin, hein, et donc qui a été décidé comme anticonstitutionnel, mais le reste a conduit donc à une publication, mis à part cet aspect un petit peu anecdotique, qui a donné lieu à la publication de la loi de financement de la sécurité sociale le 28. Donc, depuis le 15 et depuis le 28, on a donc bien évidemment ce qu'on connaissait d'habitude et ce qu'on connaît d'habitude fin décembre. On a quand même 2 mois de retard et donc avec un certain nombre d'incertitudes par rapport à ces textes. Voilà, je dirais, l'historique de ce processus particulier quand même. Et puis, je vais laisser tout de suite la parole à Charles. Au niveau de cette présentation, on a trois grandes parties. Une partie qui concerne les aspects de la fiscalité des particuliers, hein, qui sera présentée par Charles. Je reprendrai la parole concernant les mesures concernant les entreprises. Et puis, je laisserai à Aurélie le soin de vous présenter tout ce qui est mesures sociales, notamment liées au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Charles, je te Parfait. passe la parole. Merci Jean-Laurent, bonjour à tous. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on commence effectivement par les mesures des particuliers et comme d'habitude également, on commence aussi bien, par le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui cette année a été revalorisé de 1,80%. Et en revanche, les taux d'imposition, eux, ils restent identiques entre 0 et 45%. Je rappelle que ce barème s'applique pour une part avant application du plafonnement des effets du quotient familial. Ensuite, donc, puisqu'on actualise le barème, il faut également actualiser d'autres éléments, comme par exemple le plafonnement par demi-part supplémentaire qui, en 2025, sera de 1 791 euros, qui pourra également être majoré à 4 224 euros pour les personnes seules en résidence exclusive. Il y a également la revalorisation de la décote qui pourra s'appliquer et qui sera de 889 euros pour une personne seule et 1 470 euros pour une imposition commune. Et donc, en fait, la décote ne pourra s'appliquer qu'à partir du moment où l'impôt à payer sera inférieur à 1 964 euros pour une personne seule ou 3 248 pour un couple marié ou pacsé. Dernières actualisations relatives bien, à l'abattement pour rattachement d'enfants mariés, pacsés ou chargés de famille, dont le montant est plafonné à 6 794 euros pour 2025, et c'est le même montant qui est retenu pour la limite de déduction de la pension alimentaire. Et cette pension alimentaire peut également être majorée à 13 588 euros en cas d'une pension alimentaire versée à un enfant majeur chargé de famille. Il y a également l'actualisation des frais professionnels de 10% pour un montant minimal de 504 euros et maximal de 14 426. Je rappelle que les frais professionnels, c'est les frais de 10% qui s'appliquent sur les traitements et les salaires. Et enfin, le dernier point, c'est relatif au plafond d'imputation des bénéfices agricoles réalisés par un contribuable. Et donc, ces déficits agricoles ne peuvent s'imputer sur les autres revenus catégoriels du foyer que dans la limite de 127 677 euros. Donc maintenant, on va rentrer dans
dans le vif du sujet et des nouveautés de la loi de finances pour 2025. Et donc la première nouvelle mesure, c'est la contribution différentielle sur les hauts revenus, qu'on appellera CDHR. Alors c'est une contribution qui est assez technique. On va l'illustrer avec un exemple pour que vous puissiez peut-être comprendre un peu mieux les enjeux si toutefois je ne suis pas suffisamment clair. Donc cette nouvelle contribution, elle s'applique uniquement sur 2025, en tout cas pour le moment c'est ce qui est annoncé. Elle est distincte et vient en chapeau de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc la CEHR. Alors d'ailleurs qui n'a d'exceptionnel que son nom, hein, puisqu'elle existe depuis maintenant 2012. Et je rappelle que cette CEHR, eh bien, elle correspond à un supplément d'impôt de 3 ou de 4%, et elle s'applique aux contribuables qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour une imposition commune. Donc le taux de la CDHR, il sera de 20%, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'impôt payé par le contribuable en intégrant l'impôt sur le revenu et la CEHR sera inférieur à 20% de son revenu fiscal, eh bien il paiera un impôt complémentaire au titre de la CDHR pour coller à ce ratio de 20% d'impôt par rapport à son revenu fiscal de référence. Donc cette disposition, elle s'appliquera aux contribuables domiciliés en France ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros pour les contribuables célibataires et 500 000 euros pour les contribuables ayant une imposition commune. Je reprécise que effectivement, ça s'applique uniquement aux contribuables domiciliés en France, c'est-à-dire des contribuables étrangers ayant des revenus de source française, eh bien, ne sont pas concernés par cette réforme. Donc vous l'avez compris, pour qu'on puisse l'appliquer, il faut qu'on puisse déterminer les deux critères, à la fois le revenu fiscal de référence retraité et le revenu et l'impôt retraité. Donc bien entendu, pour faire simple, le revenu fiscal de référence retraité n'est pas le même pour la CEHR que pour la CDHR. Il y a notamment quelques ajustements du revenu fiscal de référence pour la CDHR qui sont donc détaillés dans cette slide, notamment qui sont diminués par les plus-values d'apport de titres à une société contrôlée. Donc ça, c'est dans le cadre de l'article 150 OBTR du Code général des impôts. On a aussi la neutralisation de l'abattement fixe afférent aux plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite, qui par ailleurs est prorogé, ce dispositif, on le verra dans quelques slides. On vient également neutraliser l'abattement de 40% applicable sur les revenus distribués des sociétés soumises à l'IS. Donc ça, c'est notamment le cas des dividendes qui sont distribués aux contribuables. Et enfin, le dernier point, on va dire significatif, parce qu'il y en a d'autres, c'est de la prise en compte des revenus exceptionnels, mais uniquement pour le quart de leur montant, et sont considérés comme des revenus exceptionnels les montants qui ne sont pas perçus à titre habituel, et donc tous les ans, et qui dépassent la moyenne des revenus perçus sur les 3 dernières années. Le second paramètre, eh bien, c'est l'impôt retraité que l'on va comparer au revenu fiscal de référence. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va partir de l'impôt sur le revenu, mais c'est l'impôt sur le revenu qui va être retraité là également, puisqu'on retient que un quart des revenus exceptionnels, on va tenir compte que d'un quart de l'impôt correspondant à ces revenus exceptionnels, et on va également majorer cet impôt de l'avantage généré par les réductions et crédits d'impôt, parce que si on ne fait pas cette majoration, eh bien, on va venir avec la CDHR recapter les réductions et les crédits d'impôt qui ont été attribués aux contribuables. Donc l'idée de la CDHR, c'est pas d'annuler les réductions et crédits d'impôt, mais c'est bien de mettre un impôt supplémentaire sans toucher aux réductions et crédits d'impôt. On va également, dans cet impôt retraité, donc prendre en compte la CEHR, alors sans le lissage, parce qu'il y a aussi un mécanisme de lissage en fait pour la CEHR qui permet dans certaines circonstances eh bien, de limiter l'imposition, notamment la première année. Et également, on va pouvoir majorer l'impôt retraité eh bien, de majorations forfaitaires qui sont liées à la composition du foyer fiscal. Et donc, ça sera le montant de la majoration sera de 1 500 euros par personne à charge et 12 500 euros qui viendra s'appliquer automatiquement pour les foyers ayant une imposition commune. Alors maintenant, vous voyez qu'effectivement, il y a un acompte à payer sur 2025. Alors, je vois que dans la visualisation, il y a peut-être un petit problème parce que je ne suis pas sûr que vous voyez le montant de l'acompte qui est égal à 95% de la CDHR estimée. Mais pour bien comprendre en fait la présence et l'existence d'un acompte sur 2025, c'est que le gouvernement, pour pouvoir effectivement eh bien, rentrer dans son budget et valider son budget, il avait besoin effectivement de ressources. Et donc, puisque cet impôt ne s'implique qu'en 2025, s'il n'y avait pas eu d'acompte, le résultat eh bien, de cette CDHR n'aurait été reçu et perçu par l'État qu'en 2026. Et donc l'idée de l'acompte, eh bien, c'est de percevoir dès 2025 cette contribution à hauteur de 95% pour pouvoir équilibrer et rentrer dans le budget.
de l'année 2025. Donc, comme je disais, cet acompte il sera égal à 95% du montant. Ça sera basé sur l'estimation faite par le contribuable. Le paiement devra intervenir entre le 1er décembre et le 15 décembre 2025. C'est-à-dire que vous l'avez compris, le contribuable devra estimer ses revenus du 1er janvier au 1er décembre 2025 et pour les revenus de décembre, il devra les estimer. Alors, outre la complexité du dispositif, il faudra également être en mesure d'identifier les revenus à recevoir, ce qui n'est pas forcément évident, notamment dans le cadre de revenus financiers gérés par un tiers, par exemple. Ensuite, pour simplifier toujours le dispositif, on a également un mécanisme de décote que l'on va voir à travers un exemple pour essayer effectivement de simplifier la compréhension. Donc, on a un contribuable célibataire qui dispose d'un revenu fiscal de référence de 300 000 euros, qui se décompose en 50 000 euros de revenus courants et 250 000 euros de revenus soumis à la flat tax. L'impôt sur le revenu calculé par le contribuable est de 35 152 après application des crédits d'impôt, ce qui fait que son impôt retraité est en réalité de 35 152 plus 5 000 euros, c'est-à-dire 40 152. On va calculer le seuil d'assujettissement à la CDHR qui est de 20% du revenu fiscal de référence, donc 300 000 fois 20%. Et si on n'avait pas la décote qui pouvait s'appliquer, eh bien le contribuable devrait payer une CDHR de 19 848 euros, c'est-à-dire la différence entre 60 000 et 40 152. Mais grâce à la décote, en fait, il va pouvoir diminuer son montant de CDHR et il va notamment avoir une économie de 18 750 euros, ce qui va lui permettre de bénéficier d'un impôt complémentaire, enfin pas de bénéficier, mais d'avoir à payer un impôt complémentaire de 1098 euros. Alors pour tout vous dire sur cette contribution différentielle sur les revenus, pour l'instant nous n'avons pas les modalités de paiement de l'acompte de 95%. On imagine qu'effectivement il y aura sur l'espace impôt.gouv de chacun des contribuables la possibilité de déclarer quelque chose, mais en tout cas pour l'instant nous n'avons pas d'informations, on attend les commentaires de l'administration fiscale. Autre sujet et autre nouveauté de la loi de finances pour 2025 qui concerne l'aménagement du régime des LMNP, donc des loueurs en meublé non professionnels. Donc je voudrais juste rappeler peut-être le principe du LMNP. Donc c'est la possibilité pour les propriétaires bailleurs de mettre en location en fait leurs biens meublés sous réserve de respecter certaines conditions, donc notamment à ce que les recettes soient inférieures à 23 000 euros par an et qu'elles n'excèdent pas les revenus globaux du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu. Les revenus qui proviennent de l'activité de location en meublé non professionnel sont taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Alors sur le régime réel, il n'y a pas d'abattement, mais si on opte au régime micro, on a un abattement qui peut aller de 30 à 50%. Alors je ne reviens pas en détail sur la loi Le Meur qui a notamment remis en, remis un peu, corrigé sur tous les abattements pour le régime micro du LMNP et qui notamment a corrigé l'abattement applicable aux locations meublées de tourisme non classées, puisqu'avant les locations meublées de tourisme non classées bénéficiaient du régime micro jusqu'à 77 700 euros de recettes et un taux d'abattement forfaitaire de 50%. Et depuis 2025, ce niveau de recette est rabaissé à 15 000 et le montant de l'abattement est rabaissé de 50 à 30%. Aucun abattement sur les autres régimes, aucune modification sur les locations meublées de longue durée. Le seul impact concerne vraiment les locations meublées de tourisme qui sont vraiment dans l'œil du cyclone et qui sont de plus en plus taxés par l'État. Donc attention effectivement sur ce type de placement, sachez qu'effectivement ils sont vraiment dans l'œil du cyclone de l'État. Donc maintenant, juste revenir sur les principes réels de ce régime LMNP, maintenant que je vous ai rappelé un petit peu le mécanisme. Donc le LMNP, c'est une possibilité, en fait, comme le revenu foncier, de venir déduire les charges locatives, mais également la possibilité de déduire l'amortissement à la fois de l'immeuble et également l'amortissement des meubles qui permettent de meubler le bien. Ensuite, il y a la possibilité et un autre avantage qui est de bénéficier de l'abattement pour durée de détention des plus-values immobilières des particuliers. C'est-à-dire que dans le cadre du LMNP ou dans le cadre d'un contribuable qui détient un bien immobilier, il y a la possibilité d'avoir un abattement pour durée de détention avec une exonération totale d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à 100% après 30 ans de détention.
Et le dernier point, c'est que les déficits générés par cette activité, donc y compris les amortissements du bien immeuble, ne peuvent pas par contre s'imputer sur les autres revenus du foyer fiscal. Ils ne s'imputent que sur les futurs bénéfices de cette activité uniquement. Donc la loi de finances pour 2025 est venue durcir les règles de fiscalité de ce régime et notamment elle est venue réintégrer dans le calcul de la plus-value à la sortie de l'immeuble les amortissements qui ont été déduits bien, du revenu du propriétaire lors de la location de son bien meublé. Donc, tout simplement, l'administration, en fait, est juste venue remettre un petit peu plus d'équilibre, puisqu'au final, le contribuable, au cours de la durée de la location du bien, pouvait effectivement déduire de ses revenus l'amortissement, et en plus, à la fin, il n'avait pas à reverser l'avantage qu'il avait eu. Par ce mécanisme, en fait, l'administration fiscale permet au contribuable bien, de reverser en quelque sorte l'avantage dont il a bénéficié au cours de la location. Et donc, cela s'applique à toutes les cessions intervenues à compter du 15 février 2025. Donc je parle bien des cessions, hein, ça ne concerne pas les acquisitions. Donc toutes les ventes qui sont réalisées en LMNP, enfin de biens qui sont gérés en LMNP, rentrent dans la réforme et donc maintenant doivent réintégrer les amortissements constatés. Et on parle bien des amortissements réellement déduits qui sont réintégrés et non pas des amortissements constatés, hein, ce qui fait une différence assez notable. Donc on vous a présenté un petit exemple assez simple, hein, donc une acquisition d'immeuble de 200 000 euros, des amortissements déduits des revenus de 40 000 et un prix de cession de 250 000. Donc avant le 14 février 2025, on a une plus-value imposable bien, de 50 000 euros et après le 15 février 2025, on a une plus-value imposable de 90 000 euros. C'est tout simplement 50 000 plus les 40 000 euros d'amortissement. Donc voilà pour ce régime des LMNP qui a été revu. Alors maintenant, autre point qui a également fait couler pas mal d'encre dans la presse économique, c'est l'aménagement du régime des management packages. Alors déjà, les management packages, il faut comprendre un petit peu ce que c'est. Le management package, en fait, c'est un instrument de gouvernance qui permet d'attribuer à des salariés ou à des personnes clés dans l'entreprise bien, des titres de la société dans laquelle ils travaillent afin qu'ils puissent bénéficier eux aussi bien, de la performance financière de la société et de bénéficier des fruits de leur travail. Et donc souvent, en fait, ils bénéficient soit d'attributions gratuites de ces actions, soit d'attributions à un prix décoté. Et donc l'idée de la loi de finances pour 2025 ici, bien, est de sécuriser le traitement fiscal et notamment d'appliquer une méthode, on va dire, commune pour éviter les litiges et notamment éviter les jurisprudences qui sont assez significatives sur le sujet ces derniers temps. Et donc ça s'applique à toutes les sessions qui sont réalisées à compter du 15 février 2025, là encore. Donc l'administration fiscale, afin de, on va dire, simplifier entre guillemets le dispositif, a mis en place un calcul de plafond de la performance financière, en dessous duquel bien, la plus-value réalisée sur ces titres sera taxée en plus-value mobilière imposable à la flat tax, c'est-à-dire à 30% et éventuellement à 34% si le contribuable est soumis au taux maximal de la CEHR. À noter également que si les titres ne présentent pas de risque de perte en capital ou qui sont détenus depuis moins de 2 ans, ils ne seront obligatoirement taxés en traitement et salaire et ne pourront pas être taxés en plus-value mobilière. Et donc si je reprends mon ratio de plafond de performance financière, si je suis en dessous, donc plus-value mobilière taxée potentiellement à la flat tax, et si je suis au-dessus, je suis imposé en traitement et salaire, et donc imposé au barème progressif, c'est-à-dire 45% maximum, éventuellement 4% de CEHR en plus, et une contribution sociale obligatoire qui s'applique de 10%. Ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation pour cette partie qui excède le plafond de performance financière à une imposition qui atteint bien 59%. Donc, on a un même revenu qui est la cession du coup de titres de société pour lesquels on va avoir une imposition potentielle à 30 voire 34%. Et de l'autre côté, ce même revenu, il va avoir une autre partie qui sera imposée à 59%. Alors, pour y voir peut-être plus clair, hein, je vous présente encore une fois un exemple. Donc, on a l'attribution à un manager d'action de préférence pour 20 000 euros et il revend ses titres 3 ans après à 300 000 euros. Donc là, on respecte bien le délai de 2 ans sans aucun souci. On a le détail de la performance de l'entreprise. Donc l'entreprise, elle valait 1,5 million au moment de la souscription et elle vaut 6 millions d'euros à la sortie. Ce qui nous fait un multiple de valorisation de 4 de la société. Et si on multiplie ce multiple de valorisation par 3, on arrive à une performance financière de 12. Et donc si on applique la formule, donc on va faire 20 000, qui est le prix de souscription multiplié par la performance financière qui est de 12, ça va nous faire 240 000 euros.
duquel on va venir retrancher le prix de souscription. 240 000 moins 20 000, ça va nous faire 220 000 euros. Et donc ces 220 000 euros seront imposés en plus-value mobilière, donc potentiellement la flat tax, et le solde, c'est-à-dire la différence entre 220 et 280, seront imposés en salaire. Alors, effectivement, j'ai dit au tout début que cette mesure avait fait couler beaucoup d'encre, puisqu'effectivement, ça crée déjà d'une part, pour un même revenu, deux impositions différentes, et d'autre part, ça crée une distorsion de traitement entre eh bien, le dirigeant associé et l'associé pur, qui lui est imposé en totalité en valeur mobilière, alors que le dirigeant associé est imposé potentiellement et en partie en traitement et salaire. Maintenant, on va passer donc aux réductions d'impôts et au crédit d'impôt. Donc là, il y a eu plusieurs aménagements sur les réductions d'impôts relatives aux dons, et notamment la pérennisation du plafond majoré de 1 000 euros applicable dans le cadre du dispositif Coluche, avec un taux de crédit d'impôt majoré de 75%. Donc, la loi de finances d'ailleurs étend la possibilité de bénéfice de cette disposition aux dons qui sont versés aux organismes d'intérêt général qui luttent contre les violences domestiques. Et il y a également une autre modification qui concerne l'extension du régime des dons à la Fondation du patrimoine qui bénéficie du même plafond, à 1 000 euros plus 75%, à l'ensemble des dons qui sont réalisés au profit de la fondation d'utilité publique et agissant pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux. Ensuite, la réduction IRPME, donc tous les ans, et à chaque loi de finances, effectivement, on vous parle de ce sujet. Donc là, cette année, la loi de finances a juste rajouté une petite extension du dispositif aux fonds d'investissement soutenant l'innovation, donc les FCPI, qui bénéficient d'une majoration du taux de réduction d'impôt de 25% jusqu'au 31 décembre 2025. Pour faire vite sur le rappel de ce dispositif, il permet aux contribuables qui souscrivent au capital ou à l'augmentation de capital d'une société, d'une PME notamment qui répond à tout un tas de critères que je ne vais pas développer ici, et bien de bénéficier d'une réduction d'impôt. Et donc ce taux de réduction d'impôt normal est maintenant de 18%, et il peut même être majoré dans certains cas à 30%, notamment dans le cadre des jeunes entreprises innovantes. Mais voilà, il y a juste ce petit ajustement pour les FCPI sur la loi de finances pour 2025 sur ce point de la réduction IRPM. Alors ensuite, on vous a mis plusieurs petites mesures diverses relative à la loi de finances 2025. On a déjà l'alourdissement des obligations déclaratives incombant aux contribuables souhaitant bénéficier du crédit d'impôt relatif aux sommes versées dans le cadre du service à la personne. Donc ça concerne bien, les versements dans le cadre des aides aux ménages ou l'entretien des espaces verts, par exemple. Bien, le contribuable devra renseigner des informations plus précises sur la nature de l'organisme auquel il verse les fonds, la nature de la prestation et également l'identité précise du bénéficiaire. Il y a également l'encadrement du démontage dit cum-cum. Donc en fait, cette pratique est une pratique d'optimisation fiscale qui permet aux détenteurs étrangers d'actions cotées françaises bien, d'éviter et d'éluder la retenue à la source qui s'appliquerait normalement sur ces revenus. Et donc en fait, les contribuables étrangers cèdent la propriété de leur titre avant la perception des dividendes. Le bénéficiaire, qui est souvent un établissement bancaire, lorsqu'il reçoit les dividendes des sociétés cotées, bien, ne paie pas cette retenue à la source. Et ensuite, il redonne la propriété bien, de ses actions aux contribuables étrangers qui récupèrent bien sûr la propriété de ces titres, mais également récupèrent les dividendes détaxés, moyennant bien entendu une commission pour la banque. Mais en tout cas, la loi de finances pour 2025 vient réglementer ce sujet et vient carrément l'interdire. Autre point qui est une très bonne nouvelle, c'est l'abattement fixe de 500 000 euros sur les plus-values de cession réalisées par les dirigeants de PME et partant à la retraite, alors soit 24 mois avant la cession, soit 24 mois après. Donc ce dispositif d'abattement fixe de 500 000 euros est prorogé jusqu'au 31 décembre 2031. Et cet abattement est même augmenté à 600 000 euros en cas de cession d'une exploitation agricole à un jeune agriculteur. Autre mesure qui est relative cette fois-ci au contrôle fiscal, avec l'extension du délai de reprise de l'administration fiscale à 10 ans en cas de fausse domiciliation à l'étranger. Et donc en fait, dans ce cas-là, l'administration a un droit de reprise donc de 10 ans, comme je viens de le dire, et ça concerne l'IRP, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière et également les droits d'enregistrement.
Autre élément qui concerne la déclaration d'occupation des biens immobiliers. Donc, je rappelle cette obligation. À chaque 1er juillet, normalement, les propriétaires doivent renseigner sur leur espace impôt.gouv et dans la rubrique biens immobiliers, eh bien, les informations relatives à leurs biens immobiliers qu'ils détiennent, notamment l'identité de leur locataire. Et donc là, cette année, en plus des déclarations habituelles et des éléments habituels, ils devront maintenant également indiquer l'identité du gestionnaire de la location, donc l'agence immobilière, et ils devront également indiquer, en cas de vacance du local, des précisions sur les motifs de cette vacance. L'avant-dernier point, c'est la prorogation du dispositif Loc-Avantage jusqu'au 31 décembre 2027. Alors, je fais vite sur ce dispositif. Le Loc-Avantage, en fait, c'est le principe, c'est qu'un propriétaire qui met à disposition un bien pour une valeur inférieur au prix de marché, donc il souhaite mettre en location un bien pour une valeur inférieure au prix de marché, sous réserve de plusieurs conditions, il peut bénéficier d'une réduction d'impôt, et donc cette disposition est donc maintenue et étendue. Et donc le dernier point, c'est l'instauration d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de don affecté soit à l'acquisition d'un immeuble neuf, soit à la rénovation énergétique de l'habitation principale. Et donc là, ça va concerner uniquement les dons en numéraire réalisés entre le 15 février 25 et le 31 décembre 26, avec l'affectation de ce don reçu dans les 6 mois après la donation. Et les dons sont exonérés dans la double limite de 100 000 euros par donateur et bénéficiaire et à 300 000 euros maximum par bénéficiaire. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire au niveau des mesures relatives aux particuliers. Jean-Laurent, je te laisse la main maintenant sur la partie entreprise. Écoute, merci Charles, et puis je reprends la main donc concernant la partie pour les entreprises. Alors que dire des différentes mesures? Je dirais qu'avant qu'on les voit en détail, quelques faits saillants. Je dirais que des mesures qui concernent principalement les grandes entreprises, on verra des dispositifs qui concernent les entreprises qui dépassent 1 milliard de chiffre d'affaires, ou des choses comme ça. Une complexité, à mon sens, de plus en plus importante. On le verra notamment, par exemple, pour la taxe sur les flottes de véhicules, et puis des mesures qui ajustent des choses comme le crédit d'impôt recherche ou des choses comme ça, qu'on rencontre tous les ans et qui vont d'une certaine façon vers une diminution des avantages. Alors, que retenir au niveau du détail, au niveau de l'impôt sur les bénéfices? Alors, première nouvelle contribution, c'est la contribution exceptionnelle et temporaire sur les bénéfices. Alors, ça ne concerne que les grandes entreprises, donc ne sont concernées que les entreprises qui dépassent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit au titre de l'exercice 2025, soit au titre de l'exercice précédent, c'est-à-dire 2024. Alors, l'assiette de cette contribution est égale à la moyenne de l'IS des 2 exercices précédents, calculée sur l'ensemble des résultats imposables, donc au niveau du taux de droit commun, mais également au niveau des résultats soumis au taux de 10% pour le régime spécial sur les brevets, et déterminé avant imputation des réductions, crédits d'impôt et créances fiscales de toute nature. Donc c'est donc la moyenne de l'impôt brut au cours des 2 exercices précédents, qui sert de base à cette nouvelle taxe, à cette contribution. Donc le taux de la contribution est égal à 20,60% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 milliard d'euros et 3 milliards d'euros, et 41,2% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards d'euros. Donc alors, il y a un petit mécanisme de lissage que quand vous dépassez le seuil de 1 milliard d'euros ou le seuil de 3 milliards d'euros de moins de 100 millions d'euros. Et je dirais que le principe, c'est donc d'avoir une contribution qui est calculée sur la moyenne des impôts payés. Alors, cette contribution, cette contribution exceptionnelle ne sera due théoriquement que pour un seul exercice, donc à partir de 2025, donc sur le résultat 2025, et donc donnera lieu au versement d'un acompte de 95%,
hein. Et puis, il a un solde qui sera payé au moment de l'IS. Donc, une contribution qui concerne, je le rappelle, ne concerne que les entreprises qui dépassent 1 milliard d'euros, donc ce qui commence à faire quand même un seuil significatif. Alors la deuxième contribution, alors là, elle est encore plus anecdotique, je dirais, puisqu'elle ne concerne dans les faits qu'une seule entreprise en France, qui est CMA-CGM. C'est la contribution exceptionnelle et temporaire sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime. Alors, sont concernées toutes les entreprises ayant opté pour la taxe sur le tonnage et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Dans les faits, c'est CMA-CGM. Hein. Et le taux de la taxe est fixé à 12% de la moyenne du résultat d'exploitation réalisé au cours de l'exercice au cours duquel la contribution est due et de celui de l'exercice précédent. Hein. Alors là, la contribution exceptionnelle, on l'avait sur la moyenne de l'impôt payé. Là, on a sur ces entreprises de transport maritime, 7 entreprises de transport maritime, une taxe de 12% sur la moyenne du résultat d'exploitation. Donc vous voyez que le législateur ainsi que les services de Bercy font preuve de plus en plus d'imagination en matière de contribution. Donc ça, c'était, je dirais, ce qui concernait principalement les grandes entreprises. Donc une mesure qui, elle, concerne tout le monde, ou quasi tout le monde, c'est au niveau des réévaluations d'actifs, le renforcement des obligations déclaratives. Je vous rappelle que dans le cadre de la crise Covid, la loi de finances de 2021 avait donné la possibilité de faire des réévaluations d'actifs sans imposition immédiate, hein, donc avec une imposition différée. Le dispositif s'est appliqué à partir de 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. Donc on n'a plus bien évidemment la possibilité de bénéficier de ce régime de faveur. En revanche, toutes les entreprises qui ont mis en place ce dispositif doivent fournir un certain nombre de renseignements concernant le calcul des amortissements, des provisions, des plus-values, un état où doivent figurer les renseignements sur le calcul des amortissements. Mais en plus, la loi de finances pour 2025 précise qu'il y a que l'état qui est fait sur papier libre, hein, donc on n'a même pas de modèle, hein, cet état fourni sur papier libre. On a un modèle qui est dans le BOFIP, mais on n'a pas une déclaration en tant que telle. Hein. L'État doit également comprendre le montant de l'écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l'exercice. Alors, quel est l'intérêt? C'est que si vous ne le faites pas, vous avez une amende de 5% sur le montant justement de cet écart de réévaluation non encore réintégré. Pour les gens qui nous avaient suivis à l'arrêté des comptes, on avait une décision, je crois, de la Cour administrative d'appel de Lille qui avait déterminé qu'en cas de non-production de cet état, puisque l'administration avait taxé sur l'intégralité de l'écart de réévaluation. La Cour d'appel administrative de Lille avait dit c'est que sur l'écart de réévaluation non réintégré, et donc on a mis en place une nouvelle obligation déclarative pour les entreprises qui ont fait ces réévaluations et qui est assortie donc d'une amende égale à 5% du montant non encore réintégré. Donc faites bien attention, hein, c'est des obligations déclaratives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de discussion en termes au niveau de l'amende. Donc faites bien attention à toutes ces obligations déclaratives. Alors, un petit mot sur le régime des fusions, on va passer ça assez rapidement, mais simplement, hein, je vous rappelle que au niveau de la loi sur les sociétés commerciales, il est maintenant possible de faire des fusions ou des scissions sans échange de titres. C'est notamment dans le cas où vous avez une société holding qui détient une société A et une société B. Si vous faites la fusion entre A et B, je dirais que les deux sociétés étant détenues à 100% par la société holding, il n'y a aucun intérêt de faire une émission de titres. Donc, il est possible maintenant, dans le cas des restructurations à l'intérieur des groupes, de pouvoir faire ces fusions sans émission de titres. Donc la loi fiscale, comme la loi comptable d'ailleurs, puisqu'on a eu des instructions au niveau de l'ANC
et des avis au niveau de l'ANC pour comptabiliser ces opérations-là. De la même façon, donc le Code général des impôts s'est adapté à ces nouvelles mesures complémentaires et ça précise un certain nombre de dispositions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est toujours dans le cadre des dispositions générales du 210A du Code général des impôts qui prévoit la neutralité fiscale sous certaines conditions de ce type d'opération. Et donc, que le Code général des impôts s'est donc adapté à ces nouvelles dispositions. Alors, une nouvelle disposition et une nouvelle taxe qui concerne les réductions de capital consécutives à des rachats d'actions. Alors ça, c'est de la même façon, ça concerne les entreprises importantes, puisque ça dépasse c'est pour les entreprises qui dépassent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. La première taxe, donc on a mis en place une nouvelle taxe qui donc, en cas de réduction de capital par rachat d'actions, c'est donc le cas par exemple d'une société cotée qui va racheter sur le marché des actions et qui va procéder par la suite à leur annulation. Et donc à ce titre, ces réductions de capital sont taxées à hauteur de 8%. Alors avec quelques adaptations concernant, par exemple, dans le cas où on a des réductions de capital avec des réductions de primes, et pour des raisons techniques, il n'est pas toujours possible d'affecter l'intégralité de la réduction de capital au capital, mais on l'affecte sur les primes, sur des styles primes d'apport, primes de fusion. Et donc à ce titre, il y a un certain nombre de dispositions techniques sur lesquelles on ne rentrera pas en détail, mais bon, faut le savoir. Et donc, toutes les réductions de capital, à partir du 1er mars 2025, donc pour les entreprises dépassant 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, seront taxées à ce niveau-là, donc avec une taxe de 8%. Mais, je dirais que pour instaurer une certaine forme d'affaires rétroactif à cette loi, puisque la loi ne s'appliquant qu'à partir du 1er mars 2025, comme je le disais tout à l'heure, la loi de finances ayant été publiée au JO le 15 février 2025, elle ne peut pas théoriquement avoir d'effet rétroactif. Alors, on a mis en place une taxe exceptionnelle sur les réductions d'aide de capital par annulation des titres qui ont été réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, ce qui fait que ça s'applique pour les entreprises qui dépassent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc à partir de mars 2024. Pour les autres, ça ne s'applique que de mars 2024 à 28 février 2025. Pour les entreprises qui ont moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ils ne sont concernés que par la taxe exceptionnelle, mais ça peut quand même être arrivé. Et cette taxe est toujours le même principe, à 8% du montant de la réduction de capital. Donc vous voyez comme on a une double taxe qui compte tenu des délais qui ont pris, on arrive au niveau des taxes à mettre à leur donner une certaine forme d'effet rétroactif que normalement on n'aurait pas pu leur donner si on n'avait pas créé cette taxe exceptionnelle. En fait. Alors, autre disposition, mais là c'est pareil, qui concerne plutôt les grandes entreprises. C'est les entreprises dont le déficit constaté au titre des 3 exercices constitutifs, que ce soit 2023, 2024 ou 2025, excède 2,5 milliards d'euros. Okay. La partie du déficit du premier exercice clos au 31 décembre 2025 qui sera supérieure à ces 2,5 milliards d'euros ne sera pas reportable. Donc, ce qui veut dire que si vous avez plus de 2,5 milliards d'euros de déficit, ce qui représente quand même une somme significative, le montant reportable sera reporté qu'à hauteur de 2,5 milliards d'euros. J'attire votre attention notamment pour les gens qui font des comptes consolidés et qui activent des déficits sur les conséquences que peuvent avoir ce genre de décision. Alors, une petite précision quand même pour les entreprises qui sont membres d'un groupe intégré, le seuil de 2,5 milliards d'euros s'apprécie individuellement et non pas au niveau du groupe intégré. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas nécessairement beaucoup d'entreprises, mais qui peut quand même être significatif. Alors, autre point
qui concerne l'imposition mondiale des groupes, le fameux pilier 2 dont on a eu l'occasion déjà qu'on avait évoqué déjà l'année dernière avec la loi de finances de 2024. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, je vous rassure. La loi de finances donc, a créé un certain nombre, donc, qui avait créé en 2024 cette notion d'imposition minimale. Hein. Je vous rappelle que c'est la notion d'impôt pour que tout le monde paye à minima 15% d'impôt sur les bénéfices. Donc, si vous êtes à moins de 8%, si par exemple vous êtes à 8%, ben, vous verserez un complément de 7% pour arriver à 15%. Alors, c'est un système mondial qui est d'une complexité quand même assez importante. Alors, bon, il y a déjà donc la loi de finances de 2024 qui avait mis en place ce dispositif. La loi de finances de 2025 aménage ce dispositif sur de nombreux points qui sont surtout des problèmes techniques, hein, donc on ne rentrera pas dans le détail. J'attire simplement votre attention sur une déclaration qui s'appelle la déclaration 2065 INTSD, qui est une nouvelle déclaration et qui doit être déposée par toutes les entreprises faisant partie d'un groupe multinational soumis au dépôt de la CBCR, c'est-à-dire du Country by Country Reporting. Hein. Et donc, alors que vous soyez tête de groupe, mais que vous soyez filiale. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple filiale française d'une société japonaise dont le groupe dépasse 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes concerné par cette déclaration. Cette déclaration, donc, qui simplement pour dire dans quel groupe vous faites partie et quels sont les choix qui ont été faits au niveau notamment au niveau du paiement pilier 2. Cette déclaration est assortie gentiment d'une amende qui ne peut pas excéder 50 000 euros. Mais donc, compte tenu du montant, je dirais que ce n'est pas une déclaration très compliquée, mais compte tenu du montant de l'amende, on attire votre attention sur ce point. Hein. Donc, alors que je dirais que le pilier 2, je vous rappelle que, et j'insiste sur ce point, ça vous concerne également si vous êtes filiale d'un groupe international qui dépasse 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas que pour la tête de groupe. Hein. Donc faites bien attention à cet élément-là. Alors, quelques autres précisions apportées par la loi de finances. La loi de finances, donc, a aménagé, vous savez qu'il y a un certain nombre de régimes qui sont liés à l'aménagement du territoire, alors que ce soit les zones rurales ou certaines zones difficiles dans les villes ou les bassins d'emploi à revitaliser, les zones franches urbaines, les territoires entrepreneurs. Il y a un certain nombre de mesures qui sont liées à ces dispositifs fiscaux favorables à l'aménagement du territoire. Il y a notamment les zones franches, ruralité, revitalisation. Alors, il y a deux niveaux, hein, puisqu'il y a un niveau renforcé qui est les ZFRR+. Et donc, il y a un certain nombre le zonage a été redéfini. Il y a certaines zones qui ont été étendues, d'autres. Et donc, c'est important si vous êtes de bien savoir si vous êtes dans des zones susceptibles de bénéficier de ces avantages, parce que c'est lié quand même. Il y a des aides fiscales, il y a des exonérations d'impôts. Donc, ça peut quand même toujours être, et des taxes locales, ça peut toujours être intéressant. Donc, vérifiez bien. On ne peut pas, bien évidemment, dans le cadre de cette manifestation, rentrer dans le détail de toutes les zones, mais si vous êtes dans les zones, notamment les zones rurales, de bien vérifier ces éléments-là. Autre disposition, bon, je dirais qu'un petit peu anecdotique, mais qui peut quand même, qui peut dans certains cas s'avérer à vérifier. Quand on avait un crédit d'impôt, une réduction d'impôt qui était prévue pour les adhérents à des organismes de gestion agréés. Hein. Donc pour les plus anciens, c'était les centres de gestion. Donc on avait, pour encourager les gens à avoir des comptabilités réelles, on avait mis des frais de comptabilité, on avait mis des dispositions spécifiques de réduction d'impôts pour les frais de comptabilité, les frais d'adhésion, hein, donc avec une double limite dont on évitera tous les principes. Hein. Mais donc
réduction d'impôt a été purement et simplement supprimée. De la même façon, sont également supprimés le statut particulier des organismes de gestion agréés ainsi que l'agrément qui leur était délivré par l'administration. Donc, les évolutions. Les évolutions, avant, on avait des réductions aussi pour les adhérents, on avait un certain nombre de points. Donc tout ça, dans le temps, a purement et simplement disparu. Et donc là, c'était le dernier vestige de ces centres de gestion agréés a été supprimé par la loi de finances de 2025. Quelques mots également sur le crédit d'impôt recherche, comme je le précisais tout à l'heure. Bon, le crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif à la fois très intéressant, et qui intéresse beaucoup les investisseurs étrangers, mais qui coûte relativement cher. Alors tous les ans, on a des petites adaptations, des petites choses qui visent à réduire un peu les enveloppes de crédit d'impôt recherche. Alors cette année, on a un taux de dépenses de fonctionnement qui est forfaitaire, qui était jusqu'à l'année dernière, il avait été fixé à 50% initialement, il avait été passé à 43%, et là, il passe à 40%. Donc, une réduction du crédit d'impôt. La suppression des avantages liés aux jeunes docteurs ou aux doctorants, on avait des possibilités particulières. La suppression de la prise en compte des frais annexes, tout ce qui était frais de prise de maintenance, de défense des brevets, les dépenses de veille technologique, on avait une rubrique particulière qui pouvait donner lieu à crédit d'impôt recherche. Ça a été purement et simplement supprimé. De la même façon, on a une nouvelle définition des subventions publiques qui inclut les aides qui sont faites par des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. Alors, dans certains cas, bon, normalement, avant, c'était que les subventions publiques. Là, on élargit la notion. Donc, ça vise, en fait, dans les faits, à réduire le crédit d'impôt recherche pour amenuiser ses effets. Le crédit d'impôt innovation, je vous rappelle, c'est un crédit qui permet aux PME, au sens communautaire, de bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dépenses exposées au titre de la réalisation ou la conception de prototypes, de nouveaux produits, d'installations pilotes, ce qui est un peu nouveau et qui ne rentre pas d'ailleurs forcément dans la notion du crédit d'impôt recherche. Donc la loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit innovation, donc il devait normalement prendre fin en 2024, donc il va 2025, 2026 et 2027. On a trois années supplémentaires, donc bonne nouvelle, sauf que le taux passe de 30 à 20% des dépenses éligibles, sachant que ces dépenses éligibles sont plafonnées à 400 000 euros. Donc, auparavant, on pouvait bénéficier donc 30% dans la limite du plafond de 400 000 euros, ce qui fait 120 000 euros. Là, on passe à 20%, donc on ne bénéficiera plus d'un crédit d'impôt innovation qui sera d'un montant maximum de 80 000 euros. Alors, autre crédit d'impôt pour investissement en Corse, alors c'est quand même relativement limité, mais simplement pour information. Donc, si vous avez des investissements en Corse, on peut bénéficier dans certains cas de crédits d'impôt de 20% ou 30% pour les TPE. La seule précision supplémentaire qui a été apportée, c'est que les investissements doivent remplir une condition d'affectation exclusive aux besoins éligibles au crédit d'impôt. Donc, si vous avez des crédits d'impôt entre guillemets mixtes, ils n'offrent plus droit à ces crédits d'impôt en Corse. Alors, ça, c'était donc tout ce qui était à disposition en matière de BIC et d'IS. Passons maintenant rapidement également donc, à ces notions sur la TVA. Alors, première disposition qui également a fait pas mal de bruit, c'était les franchises en base de TVA. Donc la loi de finances avait modifié les règles applicables aux franchises de TVA. Donc on avait supprimé les franchises spécifiques et puis les franchises prestations de services ou les franchises vente de marchandises. Et le seuil était fixé pour tout le monde à 25 000 euros, quelle que soit l'activité exercée. Et ce, dès le 1er mars 2025. Donc, ça concerne notamment beaucoup les auto-entrepreneurs. Et donc, cette disposition avait créé un certain émoi, ce qui fait que le gouvernement
dans un communiqué du 6 février 2025, avait lancé une consultation et avait suspendu la réalisation de cette franchise. Alors, récemment, donc, puisque c'était fin février, hein, le gouvernement a annoncé que la suspension de la réforme jusqu'au 1er juin 2025. Donc, ce qui veut dire que cette réforme va trouver à s'appliquer non pas à partir du 1er mars 2025, mais du 1er juin 2025. Et j'attire également votre attention sur le fait que ça ne concerne que les gens qui vont perdre les franchises en courant 2025. Par contre, si vous avez déjà dépassé les seuils en 2024, ben, ça s'appliquera immédiatement. Donc faites attention, notamment tous ceux qui sont auto-entrepreneurs ou qui bénéficiaient de ces franchises, parce que ça change quand même pas mal la donne, hein. Alors, un point particulier qui concernait toujours en matière de TVA, le régime simplifié d'imposition, puisque le régime les modalités, donc c'était un régime qui permettait de verser des acomptes, hein, de déterminer un coefficient et de verser des acomptes soit mensuels, soit trimestriels, avec une régularisation. Ce système sera complètement supprimé à partir du 1er janvier 2027. Hein. Et donc, ce qui veut dire que les gens qui seront plus, qui auront l'obligation de verser de la TVA, hors ceux qui sont dans le cadre de la franchise de 25 000 € dont on parlait tout de suite, bah, relèveront d'un système déclaratif au réel, alors soit mensuel, soit trimestriel selon les montants, mais ce système simplifié disparaîtra au 1er janvier 2027. Alors, une mesure qui est assez intéressante et qui peut quand même dans certains cas s'avérer importante. Vous savez donc qu'il a été mis en place un système de groupe TVA qui permet, au lieu de verser la TVA comme on la connaît au niveau de chaque entité juridique, de la verser au niveau du groupe, comme on peut le faire pour l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas une mesure qui rencontre pour l'instant un grand et un franc succès, hein, reconnaissons-le, mais c'est une mesure qui mérite quand même de s'y intéresser, notamment puisque ça concerne dans le cas où à l'intérieur du groupe, on avait des sociétés où on peut avoir dans l'intérieur des groupes des sociétés qui ne sont pas assujetties à la TVA ou des sociétés qui sont partiellement assujetties, c'est le cas par exemple des holdings, et dans lequel on avait à payer la taxe sur les salaires. Donc à partir du moment où on rentrerait dans ce système de groupe TVA, on n'aurait plus à payer, sous certaines conditions, bien évidemment, comme d'habitude, mais on n'aurait plus à payer la taxe sur les salaires. Donc, ce qui peut quand même se révéler relativement intéressant, notamment quand vous avez une holding qui est soumise à la taxe sur les salaires et le reste du groupe qui serait pas soumis. Hein. Donc, ça peut être intéressant. Toujours en matière de TVA, une nouvelle disposition qui concerne les logiciels de caisse. Alors, je vous rappelle que il y a un certain nombre d'obligations. Il y avait déjà un certain nombre d'obligations qui concernent toutes les entreprises qui utilisent des logiciels de caisse, et notamment en matière de système de sécurité qui devait garantir un certain nombre de conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation, d'archivage, en fait, et qui doivent être données à l'administration fiscale en cas de contrôle. Alors, jusqu'à présent, les éditeurs de logiciels de caisse avaient la possibilité de fournir une attestation en attestant que leur logiciel répondait aux conditions fixées par le Code général des impôts en matière de sécurité. À compter du 16 février 2025, donc le lendemain de la date de publication de la loi de finances, on n'aura plus cette possibilité d'avoir cette attestation qui sera faite par les éditeurs de logiciels. Pour justifier que le logiciel ou le système de caisse satisfasse aux conditions posées par le Code général des impôts, les assujettis doivent désormais obligatoirement produire un certificat qui est délivré par un organisme accrédité. Hein,
tous ceux qui sont fixés par tous les organismes comme l'ANVAR ou des choses comme ça, qui peuvent accréditer les logiciels. Donc, ça s'applique à partir du 16 février 2025. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous achetez un logiciel à partir d'aujourd'hui, vous devez demander l'attestation qui est faite par un tiers accrédité, un organisme accrédité par rapport à ça. Mais si vous avez des logiciels que vous avez achetés dans le passé et pour laquelle vous avez une attestation qui vous était transmise par l'éditeur du logiciel, vous devez d'ores et déjà prendre contact avec vos éditeurs pour obtenir cette attestation par un organisme accrédité. La loi de finances n'a pas précisé les modalités dans lesquelles il faudra et dans quel délai faudra avoir cette nouvelle attestation, mais faites attention, ça veut dire qu'il faut quand même à minima demander à vos éditeurs de logiciels d'avoir cette attestation par un organisme tiers. Taxe annuelle sur les bureaux, donc ça, c'est une disposition qui ne concerne que l'Île-de-France et la Provence-Côte d'Azur. La possibilité d'exonérer les taxes annuelles sur les bureaux si vous avez si vous avez un engagement de transformation de ces logements. C'est-à-dire que si vous avez des bureaux et que vous avez pris la décision de les transformer en logements, et notamment si vous avez une demande de déclaration préalable ou une demande de permis de construire, vous avez la possibilité d'être exonéré de cette taxe annuelle sur les bureaux. En revanche, vous serez assujetti à la taxe d'aménagement. Alors, un point particulier qui concerne la taxe incitative à l'achat des véhicules légers à faible émission. Donc, la loi de finances a instauré une nouvelle taxe pour les entreprises qui disposent d'une flotte d'au moins 100 véhicules légers. Alors, ce qu'il faut entendre par véhicules légers, c'est soit les véhicules de tourisme, soit les véhicules de la catégorie N1, donc style camionnette et camion-fourgon, et soit les quadricycles à moteur. Il y a toute une nouvelle définition. Et donc, cette taxe qui se cumule avec les autres taxes à l'acquisition vise à verdir vos flottes de véhicules. Et donc, elle entre en vigueur le 1er mars 2025. Alors, c'est une taxe qui est une taxe annuelle. Donc, compte tenu de la publication tardive de la loi de finances, donc pour la première année, ça ne sera pas comme indiqué sur l'écran 9 mois, mais ça sera 10 mois, puisque janvier et février sont entre guillemets passés, mais ça ne jouera que sur 10 mois. Alors, c'est une taxe assez complexe, qui est calculé en tenant compte de 3 facteurs. Un tarif qui est fixé annuellement par véhicule déficitaire, puisque vous ne paierez que par rapport à un objectif de flotte, qui est le deuxième objectif d'intégration. Et puis, vous avez également quelque chose qui n'apparaît pas sur l'écran, c'est un taux de renouvellement de votre flotte de véhicules. C'est-à-dire, si par exemple, on se situe en 2025, on a un tarif de 2 000 € par véhicule déficitaire, c'est-à-dire vous devez avoir en 2025 à minima 15% de véhicules qui remplissent les conditions de véhicules légers à faible émission. Si vous ne satisfaisez pas cette obligation, si vous êtes par exemple à 10%, il va vous manquer un certain nombre de véhicules. Donc ces véhicules vont être multipliés par 2 000 € et en plus, la phrase, le troisième facteur qui n'apparaît mal à l'écran, c'est en fonction de votre politique de renouvellement. Donc c'est une taxe qui va s'avérer de plus en plus lourde, puisque vous voyez, c'est 2 000 € en 2025, et la taxe par véhicule déficitaire, c'est 5 000 € en 2027, sachant que les objectifs d'intégration
vont jusqu'à, à partir de 2027, 25%, mais ça va jusqu'à 48%. Donc c'est une taxe qui est très lourde et qui va s'avérer quand même relativement difficile à gérer et à anticiper. Donc si vous êtes dans ces cas-là, anticipez au maximum dans le cadre de vos renouvellements. Mais si vous avez par exemple des renouvellements de véhicules en diesel, ben, ça va encore plus vous pénaliser, puisque vous allez à la fois ne pas avoir le coefficient et vous n'allez pas avoir des véhicules qui sont polluants. Donc faites attention à cette nouvelle taxe qui est quand même compliquée. Point suivant, toujours sur les impôts locaux. Alors là, je dirais que c'est un peu le serpent de mer depuis la loi de finances 2023, puisque on nous avait annoncé qu'en 2023, on allait supprimer à partir du 1er janvier 2024 la CVAE. Après, on est venu échelonner la suppression sur 4 ans, donc ce qui conduisait à une suppression en 2027. Et puis là, on prévoit un report de 3 ans de la suppression progressive, et ce qui conduit à une suppression totale en 2030. Donc on a perdu 6 ans, hein, quand on regarde bien. Donc on va avoir un taux qui va qui va aller en s'amenuisant. En revanche, en 2025, on a une contribution additionnelle et exceptionnelle de 47,40% du taux maximum, du taux de la CVAE. Donc, si par exemple vous êtes à un taux maximal de 0,19, en fait, ça va vous conduire à un taux final de 0,28. Vous voyez que entre les contributions additionnelles et les suppressions progressives de la suppression, ça conduit en fait à d'une certaine façon pérenniser la CVAE avec des règles de plafonnement de la CET qui vont également aller en s'amenuisant. Autre point, ben là, c'est sur le fait que c'est ce qu'on appelle le planchonnement. Qui donne qu'en fait, c'est le gel des valeurs locatives calculé en 2017 sur les locaux professionnels. Au niveau, quelques dispositions rapidement, parce que le temps passe, donc au niveau des déclarations des dispositifs transfrontaliers, vous savez qu'on a l'obligation, quand vous avez des montages à caractère potentiellement agressif transfrontalier, vous avez une obligation de déclaration. Bon, cette obligation de déclaration faisait un peu obstacle fait un peu obstacle à la problématique du secret professionnel. Jusqu'à présent, tous les gens qui étaient assujettis au secret professionnel pouvaient ne pas être assujettis à cette obligation de déclaration des dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif. Cette disposition a été réduite qu'aux gens qui ont la qualité d'avocat. Donc, ce qui veut dire que si vous faites un montage qui pourrait s'avérer agressif avec un notaire, avec un expert comptable ou avec un autre intermédiaire, mais qui n'a pas la qualité d'avocat, vous aurez l'obligation de le déclarer à l'administration fiscale, ce qui n'est pas d'ailleurs sans toujours poser des problèmes de secret professionnel, notamment en France. Quelques mots donc sur les déclarations de plateformes en ligne hors UE qui ont des nouvelles obligations déclaratives, et c'est quand même relativement accessoire. Des dispositions spécifiques toujours par rapport à la législation européenne qui est retranscrite en droit français, qui concerne les cryptoactifs et l'obligation pour tous les intermédiaires en matière de cryptoactifs de déclarer les opérations qui sont faites par rapport en tant qu'intermédiaire par rapport à des particuliers, par exemple. Donc, et pour identifier les transactions, les comptes utilisés, les utilisateurs, donc ce qui fait que les obligations en matière de transparence sont de plus en plus fortes sur ces cryptoactifs, d'autant plus que l'administration fiscale est maintenant en charge de la vérification de la supervision des opérateurs en matière de cryptoactifs et superviser aussi toutes les déclarations.
Donc, ce qui veut dire quand même que ça devient de plus en plus un secteur de plus en plus contrôlé en matière de cryptoactifs, hein. D'autant plus que de la même façon, au niveau des échanges de données européennes, auparavant, c'était que les échanges de données dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Maintenant, tous ces échanges de données concernent également la législation en matière de droits de douane et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, vous voyez quand même un certain nombre de mesures particulièrement contraignantes en matière de suivi et d'éléments. Donc, je laisse la parole de ce pas à Aurélie pour les aspects concernant les mesures sociales. Merci Jean-Laurent. Donc bonjour à toutes et tous. Donc j'ai le plaisir de vous présenter les mesures sociales apportées par la loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025. Alors nous commençons avec la prise en charge par l'employeur des frais de transport pour le domicile au lieu de travail. Alors, la législation sociale, vous le savez, impose en fait aux employeurs, quel que soit leur effectif, de prendre en charge 50% du coût du titre des abonnements pour les transports publics ou les services publics de location de vélos, et donc ceux pour les trajets effectués entre le domicile et le travail. Alors, par dérogation aux principes sociaux et fiscaux applicables, la prise en charge par l'employeur est exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d'impôts sur le revenu. Alors, pour favoriser l'usage des transports en commun, les lois de finances pour 2022 et 2024 ont permis en fait aux employeurs d'aller au-delà des 50% obligatoires pour prendre en charge jusqu'à 75% du coût du transport. Et donc, la loi de finances pour 2025 proroge d'une année, donc jusqu'au 31 décembre, cette possibilité d'aller au-delà de 50% avec une exonération totale et fiscale jusqu'à 75% de la valeur du coût de l'abonnement. Alors, à noter aussi qu'il ne sera plus possible de cumuler en 2025 la prise en charge obligatoire du coût de l'abonnement avec la prime de transport qui, elle, est facultative et le cumul avait été autorisé jusque-là. Alors, nous continuons avec le dispositif de monétisation des jours de repos. Alors, pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés, un dispositif expérimental qui vise à monétiser les jours de réduction du temps de travail est instauré en 2022. Donc, concrètement, il permet à un salarié de demander à son employeur qu'il lui soit racheté les jours de RTT non pris acquis entre 2022 et 2025. Alors, les jours de repos, ils doivent avoir été acquis donc, dans le cadre d'un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine ou dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail antérieur à la loi de 2008. Donc, cela suppose l'accord de l'employeur. Donc, l'employeur est tout à fait en droit de refuser. Si jamais il accepte la demande du salarié, les jours donneront lieu à une majoration salariale et également à la réduction de cotisation salariale et à l'impôt sur le revenu. Donc, on appliquera le régime qui est celui des heures supplémentaires. Et l'employeur, lui, pourra bénéficier de la réduction forfaitaire de cotisation patronale selon son effectif. Donc, ce dispositif, en fait, devait prendre fin au 31 décembre 2025. Il est prolongé par la loi de finances pour 2025 et donc sera possible jusqu'au 31 décembre 2026. Alors, une petite précision pour les salariés en forfait jour, ce dispositif ne peut pas s'appliquer puisque pour les salariés en forfait jour, il existe un dispositif pérenne de rachat des jours de repos et donc qui est spécifique aux salariés en forfait jour. Alors, maintenant, concernant le sujet des pourboires. Donc, pour renforcer l'attractivité des secteurs d'activité pour les activités qui sont en contact avec la clientèle, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, les pourboires ont été exclus de l'assiette des cotisations sociales et fiscales et donc exonérés de toute cotisation. Donc le pourboire, il représente la somme qui est remise aux salariés par les clients. Donc la loi de finances pour 2025, eh bien,
prolonge ce dispositif pour 2025. Donc, celui-ci devait prendre fin au 31 décembre 2024. Alors, deux petites précisions. Il faut que le pourboire ait été remis volontairement par le client au salarié, donc n'est pas concerné par ce dispositif tout ce qui relève du pourcentage service, et sont concernés les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC applicable. Alors maintenant, des modifications, plusieurs modifications issues de la loi de financement de la sécurité sociale qui vont concerner les futurs contrats d'apprentissage et qui sont moins favorables pour les employeurs et pour les apprentis. Alors tout d'abord, concernant le niveau de participation de l'employeur à la prise en charge de la formation, désormais pour les formations qui visent un diplôme au moins égal au niveau 6, ce qui correspond à un niveau Bac plus 3 et au-delà, l'employeur sera à l'avenir tenu de participer à la prise en charge des contrats d'apprentissage. Donc finalement, la prise en charge par l'OPCO sera réduite d'autant. Donc, des modalités pratiques devront préciser ces mesures. Donc, un décret est attendu. Concernant maintenant la rémunération des apprentis, l'employeur, vous le savez, il verse un salaire à l'apprenti dont le montant minimum il est fixé en fonction de l'âge de l'apprenti et du diplôme qu'il prépare. La rémunération des apprentis, elle bénéficie d'un régime social et fiscal avantageux et jusque-là, elle était totalement exonérée de CSG-CRDS et partiellement exonérée de cotisations salariales jusqu'à 79% du SMIC. Donc, pour rationaliser les coûts, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 va rapprocher le régime social et fiscal de la rémunération de l'apprenti à celle du salarié de droit commun. Donc, cela va concerner les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er mars 2025. Et donc, pour cela, la rémunération qui sera versée à l'apprenti, elle sera assujettie à CSG-CRDS pour la part qui excédera 50% de la valeur du SMIC. Et concernant l'exonération des cotisations salariales légales ou conventionnelles, l'exonération s'appliquera dans la limite de 50% du SMIC et non plus 79%. Donc, je vous rappelle que ces dispositions concernent les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er mars 2025. Ce qui signifie qu'à rémunération identique, les apprentis qui seront payés plus de 50% du SMIC, ils auront un salaire net inférieur par rapport à la situation antérieure. Alors, des nouveautés également concernant les aides qui sont accordées aux employeurs. Donc, un décret publié le 22 février 2025 modifie à la baisse les aides qui sont accordées pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025. Alors, en synthèse, sans rentrer dans le détail, l'aide unique qui concerne les entreprises de moins de 250 salariés est désormais de 5 000 € et non plus 6 000 €. Donc, ceci ne concerne pas les apprentis qui sont reconnus travailleurs handicapés. L'aide exceptionnelle qui s'était appliquée au contrat conclu jusqu'au 31 décembre 2024 et elle réactivée donc pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025. Donc l'aide pour les entreprises de moins de 250 salariés est réduite aussi de 6 000 à 5 000 € et à 2 000 € pour les entreprises de 250 salariés, sachant que ces employeurs ont également une obligation pour percevoir l'aide de respecter un quota d'alternants dans l'effectif. Donc, une exception toujours pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés. Donc, l'aide restera à 6 000 €. Donc, des aménagements sont également apportés sur la procédure d'obtention et de versement des aides, mais bon, nous ne développerons pas ces points. Alors, maintenant, concernant l'activité partielle de longue durée, un nouveau dispositif est mis en place. Donc, il s'agit de l'activité partielle de longue durée dite rebond. Ce dispositif est créé par la loi de finances pour 2025. Son objectif, en fait, c'est d'assurer le maintien dans l'emploi de salariés
dans des entreprises qui sont confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui pour autant n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Donc la logique du dispositif, en fait, elle est quasiment similaire à celle de l'activité partielle de longue durée, qu'on appelle aussi APLD, qui avait été mise en place lors de la crise du Covid-19 et dont l'accès, lui, est fermé depuis le 1er janvier 2023. Donc, avec le nouveau dispositif APLD rebond, l'employeur pourra en bénéficier. Donc, s'il met en place un accord collectif, donc établissement, entreprise ou groupe, ou bien s'il est couvert par un accord collectif de branche étendue, par un document unilatéral. Donc, le document unilatéral devra être transmis ou l'accord collectif devra être transmis à l'autorité administrative, qui aura un délai de 15 jours pour le valider s'il s'agit d'un accord collectif, ou 21 jours s'il s'agit d'un document unilatéral. Donc là-dessus, je ne vais pas plus développer, sachant qu'on attend un décret qui est en cours d'établissement pour connaître les modalités du dispositif qui s'appliqueront à partir du 1er mars 2025 et jusqu'à une date qui sera fixée par le décret, et ce au plus tard jusqu'au 28 février 2026. La baisse d'activité qui serait accordée devrait être de 40%, comme dans l'ancien dispositif APLD. Alors maintenant, un sujet technique qui concerne les cotisations patronales de sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 organise la fusion des allègements généraux de cotisations patronales en 2 étapes. En 2025, les allègements existants sont simplifiés. Et en 2026, les allègements de cotisations existants seront fusionnés dans une nouvelle réduction générale de cotisations patronales qui sera configurée. Alors, ce qu'il faut retenir, dans un premier temps, en 2025. Donc, il existe des mécanismes de réduction de cotisations patronales. Donc, il existe un mécanisme de réduction de taux sur les cotisations patronales maladie, allocation familiale. Il existe aussi la réduction générale de cotisations patronales, dite Fillon. Donc, en 2025, les mécanismes de taux des cotisations patronales maladie et allocation familiale restent soumis à des plafonds d'éligibilité qui sont calculés en fonction du SMIC, mais les seuils sont abaissés en 2025. Donc, pour le taux de la cotisation patronale maladie, le taux réduit sera applicable aux salariés dont la rémunération n'excède pas 2,25 SMIC au lieu de 2,5 SMIC jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, le seuil brut devrait passer d'environ 48 649 € en 2025 au lieu de un peu plus de 54 000 € pour bénéficier du taux réduit qui est de 7% jusqu'à 2,25 SMIC et 13% au-delà. Concernant maintenant la réduction patronale d'allocation familiale, le seuil est réduit et passe à 3,3 SMIC et non plus 3,5 SMIC. Concernant maintenant la réduction générale de cotisation patronale, qu'on appelle aussi réduction Fillon, eh bien, la prime de partage de la valeur qui sera versée va être prise en compte dans le salaire de référence pour le calcul de la réduction. Et donc, je rappelle que la réduction générale de cotisation, elle s'applique aux rémunérations qui vont jusqu'à 1,6 SMIC. Alors, la modification de ces paramètres, qui sont très techniques, vont s'appliquer aux périodes d'activité qui courent depuis le 1er janvier 2025. Donc, des précisions sont attendues pour connaître les modalités pratiques de régularisation et notamment pour les salariés qui sont sortis des effectifs. Retenez que selon le niveau de rémunération de vos salariés, eh bien, ces mesures, elles vont avoir pour impact d'alourdir la masse salariale de votre personnel, et ce, dès 2025. Et ensuite, en 2026, eh bien, il y aura une fusion de ces 3 dispositifs d'allègement. Donc, la nouvelle réduction, elle sera toujours dégressive, mais elle sera selon une nouvelle formule
et elle devrait être nulle jusqu'à au-delà de 3 SMIC. Donc, on attend on verra quelles sont les dispositions finales pour 2026. Alors, une mesure qui concerne maintenant le régime agricole et non le régime général. Donc, ceci, c'est pour faciliter l'embauche de main-d'œuvre. Donc, une nouvelle positive, donc la loi de financement de la sécurité sociale pérennise le dispositif d'embauche de travailleurs saisonniers agricoles, qu'on appelle aussi dispositif TODE, travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi. Donc, ce dispositif devient pérenne et la loi de financement de la sécurité sociale l'élargit aussi à quelques nouveaux secteurs d'activité. Alors, concernant maintenant l'attribution gratuite d'actions, l'employeur, il peut attribuer des actions gratuites à ses salariés ou à ses dirigeants. Donc, c'est un mécanisme de rémunération complémentaire qui est encadré par la loi. Donc, il y a une date d'attribution, une date à respecter pour que le bénéficiaire devienne propriétaire. Et donc, même si ces mécanismes permettent d'échapper en fait à certaines aux cotisations sociales, la contribution et l'attribution gratuite d'actions est quand même soumise à une contribution patronale spécifique qui était jusque-là de 20% de la valeur de l'action à la date d'acquisition. Et cette contribution en fait est augmentée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et elle passe à 30% et ce à compter du 1er mars 2025. Alors, pour les jeunes entreprises innovantes, quelques mesures aussi qui sont adoptées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Donc, en synthèse, la loi de financement de la sécurité sociale va restreindre le champ d'application, le champ de l'exonération des cotisations sociales aux JEI qui consacrent au moins 20% de leur recherche à la recherche au développement, alors que jusque-là, l'obligation était de 15%. Et pour les jeunes entreprises de croissance, eh bien, il faudra que les dépenses de recherche représentent entre 5% et 20% des charges. Et donc, ceci s'applique à partir du 1er mars 2025. Alors, un sujet maintenant impactant, dont on a entendu parler, c'est de nouvelles modalités de calcul pour les avantages en nature véhicules. Donc, ceci vous concerne si vous accordez des avantages en nature véhicules à votre personnel. Et donc, un arrêté du 25 février, qui a été publié le 27 février, en fait, il toilette la réglementation sur les avantages en nature. Et donc, il remplace l'arrêté du 10 décembre 2002 qui régissait jusque-là l'évaluation des avantages en nature. Et en fait, il modifie à la hausse les évaluations des avantages en nature pour les véhicules qui sont mis à disposition à partir du 1er février 2025. Et l'augmentation, elle est de 67%. Donc, des mesures dérogatoires sont prévues jusqu'au 31 décembre 2027 pour les véhicules qui fonctionnent exclusivement à l'énergie électrique et à condition que ces véhicules électriques bénéficient d'un bon score environnemental. Il y a aussi des dispositions transitoires qui sont prévues lorsque l'employeur met à disposition des bornes de recharge. Alors, l'arrêté fait la distinction entre les véhicules mis à disposition jusqu'au 31 janvier 2025 et ceux qui sont mis à disposition à compter du 1er février 2025. Alors, des précisions ont été apportées par le bulletin officiel de sécurité sociale le 12 mars, c'est-à-dire hier. Donc, ce qui importe bien, c'est la date de mise à disposition du véhicule. Le véhicule est considéré comme étant mis à disposition du salarié à compter de la date d'attribution fixée par l'accord conclu entre l'employeur et le salarié. Donc, si le véhicule a été mis à disposition au salarié avant février 2025, vous continuerez à le calculer selon les anciennes règles. Si par contre, le véhicule, quelle que soit finalement sa date d'achat ou de location, est mis à disposition à partir du 1er février 2025, il faudra le calculer selon les nouvelles règles. Précision également, si vous mettez
déjà à ce jour un véhicule à disposition du salarié, que vous l'avez mis à disposition par exemple de janvier à avril 2025, vous le calculerez selon les anciennes règles. Ce même véhicule, vous le mettez à disposition de notre salarié à partir du mois de mai 2025, eh bien, vous le calculerez selon les nouvelles règles, puisque c'est la date de mise à disposition qui compte. Alors, la hausse, elle est de 67%, donc je ne vais pas détailler les pourcentages. Je vais juste vous donner un exemple, dans le cas où vous êtes dans le cas d'une évaluation forfaitaire. Et vous avez un véhicule que vous avez acheté 60 000 € TTC. Et si jamais, donc, vous devez calculer l'avantage en nature et que vous ne prenez pas en charge le carburant à titre personnel, avec les nouvelles règles, l'avantage en nature sera calculé sur la base de 15% du coût du véhicule, c'est-à-dire 9 000 €, alors que par le passé, avec les anciennes règles, il aurait été de 9%, c'est-à-dire 5 400 € pour le même véhicule. Donc, une hausse substantielle. Et donc, ce que je vous disais, pour les véhicules électriques, donc la possibilité donc, de bénéficier de mesures dérogatoires, donc avec l'obligation, par contre, pour les véhicules, de devoir respecter une condition spécifique de bon score environnemental. Donc, le dispositif transitoire jusqu'au 31 décembre 2027, donc, il va permettre à l'employeur de bénéficier, de ne pas prendre en charge les dépenses de frais d'électricité qui sont engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule. Il y a également un abattement sur le calcul de l'avantage en nature véhicule qui est de 70%, alors que jusque-là, il n'était que de 50%. Et donc, dans la limite d'un plafond qui est rehaussé et qui sera de 4 582 € pour 2025, contre 2 000 € à partir du 1er février 2025. Et jusque-là, il était de 2 000 € jusqu'au 31 janvier 2025. Alors, dernière mesure qui concerne les indemnités journalières de sécurité sociale. Alors, il faut savoir qu'en cas de maladie non professionnelle, pour les arrêts de travail qui seront prescrits à partir du 1er avril 2025, eh bien, le salaire brut qui va servir en fait au calcul de l'indemnité journalière de sécurité sociale va être plafonné à 1,4 SMIC au lieu de 1,8 SMIC. Donc, cette mesure, elle aura pour conséquence d'augmenter le maintien de charge éventuel de l'employeur et également celui que réalise l'organisme de prévoyance. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation des mesures sociales. Vous avez donc nos coordonnées. Et donc, je vois que nous avons à peine débordé donc, sur l'horaire. Donc, vous avez à l'écran un QR code qui s'affiche, donc qui vous permet donc, de faire vos commentaires et d'être mis en relation si jamais vous le souhaitez. Et également de récupérer le support de la conférence. Merci Aurélie. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On laisse le chat ouvert un petit peu. Si vous avez des questions là, on a dépassé un tout petit peu, mais vraiment, je remercie et je félicite Aurélie et Charles pour avoir réussi à rester dans les délais. Donc, comme vous avez pu le voir, on a quand même beaucoup de mesures. Alors c'est vrai que même si c'est pas une il y a beaucoup de mesures techniques, il y a beaucoup de complexité qui se font avec ces éléments. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on laisse le chat ouvert et on reviendra avec vous par rapport à ça. Donc, je tenais à vous remercier. Écoutez, remercier à la fois tous ceux qui ont participé à cette animation, à l'organisation de cette de cette conférence, ainsi qu'à tous ceux qui ont subi le flot de mauvaises nouvelles, puisqu'il y a quand même peu de bonnes nouvelles et beaucoup de mauvaises nouvelles. Bon, je dirais que c'est comme ça. Donc, merci beaucoup et puis rendez-vous à bientôt.
pour de nouvelles dispositions et de nouvelles conférences. Merci, au revoir.